Le 27 juin 2025, un basculement financier silencieux s'est produit en Afrique. En quelques lignes d'infrastructures de paiement, 19 pays ont supprimé jusqu'à 30% de coûts et réduit des délais qui prenaient auparavant plusieurs jours. Que signifie ce changement discret pour les entreprises, les citoyens et pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, alors que l'ordre financier établi commence à se fissurer? Et derrière ce mouvement discret, c'est peut-être une ère d'autonomie qui se dessine. Cette analyse promet une chose claire: comprendre ce qui change réellement lorsque les coûts chutent et que le temps disparaît des paiements transfrontaliers africains. L'enjeu pour le lecteur tient en une formule simple: saisir les gains immédiats sans ignorer les risques latents, car derrière l'efficacité technique se cache une reconfiguration plus large, qui contrôle les flux, qui voit les transactions et qui fixe désormais les règles implicites du jeu financier. D'un côté, la réduction des frais et des délais libère de la trésorerie, améliore la prévisibilité et élargit l'accès au commerce régional, notamment pour les petites entreprises. De l'autre, ce déplacement du centre de gravité soulève des questions de gouvernance, de résilience des infrastructures et d'équilibre géopolitique. Les banques centrales africaines gagnent un rôle central, mais cette centralité exige coordination, fiabilité et confiance continue entre États. Ce qui suit ne cherche pas à célébrer ni à alarmer. Il s'agit d'identifier ce qui est déjà mesurable, ce qui reste conditionnel et ce qui pourrait échouer si les contraintes structurelles sont sous-estimées. Autrement dit, distinguer la promesse durable du simple avantage conjoncturel. En moins de 6 mois, le volume des paiements transfrontaliers testés via PAPS a progressé d'environ 25%, signal précoce d'une adoption plus rapide qu'anticipée. Cette hausse n'est pas un simple effet d'annonce. Elle reflète un basculement opérationnel mesurable où des transactions autrefois coûteuses et lentes deviennent routinières et quasi instantanées. Pour bien comprendre, il faut repartir de l'essentiel. Pendant des décennies, les paiements entre pays africains suivaient un détour structurel. Sortie du continent, conversion en dollars, compensation via des places financières étrangères, puis retour vers l'Afrique. Ce circuit imposait des délais de plusieurs jours et des frais pouvant atteindre 30%, pénalisant surtout les petites et moyennes entreprises. Le système PAPS rompt avec cette logique en maintenant les transactions à l'intérieur du continent via une compensation locale appuyée sur les banques centrales africaines. Ce changement technique a des effets systémiques. En supprimant l'étape extérieure, il réduit la dépendance aux corridors financiers dominés par des acteurs non africains et redonne de la visibilité aux autorités monétaires locales. La rapidité nouvelle modifie aussi la gestion de trésorerie. Recevoir un paiement en secondes plutôt qu'en jours transforme la planification, l'investissement et le risque. C'est dans ce contexte que des dirigeants comme Ibrahim Traoré interprètent PAPS non comme une innovation isolée, mais comme un levier politique et économique. L'enjeu dépasse l'efficacité. Il touche à la capacité des États africains à fixer leurs propres priorités financières sans intermédiaires imposés. Cependant, ce mini-révélateur ne dit pas tout. L'adoption initiale masque encore des disparités d'infrastructures, de connectivité et de coordination réglementaire. La question devient alors plus large: cette dynamique peut-elle s'étendre sans fragiliser la stabilité du système, ou révèle-t-elle déjà ses premières lignes de tension? Sur le terrain, les premiers effets de PAPS ne se lisent pas dans des communiqués, mais dans des routines qui changent. Dans le corridor commercial reliant le Ghana et le Nigeria, une coopérative de commerçants a vu ses paiements passer de 3 jours d'attente à quelques secondes, modifiant immédiatement son cycle de trésorerie. Ce gain de temps, apparemment modeste, réduit l'incertitude quotidienne et libère une capacité de réinvestissement rapide. Ces micro-cas éclairent une dynamique plus large. Lorsque les paiements cessent d'être un goulot d'étranglement, les acteurs locaux ajustent leur comportement. Commandes plus fréquentes, stocks mieux calibrés, relations commerciales moins asymétriques. Les banques locales, en appui des banques centrales, deviennent des nœuds actifs plutôt que de simples relais passifs. Dans cette phase précoce, certains dirigeants jouent un rôle d'amplificateur politique.
Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, s'inscrit parmi ceux qui lisent ces signaux comme une opportunité stratégique, au-delà du simple confort opérationnel. Pour lui, la capacité à régler des échanges régionaux sans dépendre de circuits extérieurs renforce la marge de manœuvre économique nationale et régionale. Mais l'impact reste inégal. Les zones bien connectées bénéficient plus vite des gains, tandis que les régions fragiles, exposées aux coupures électriques ou à une connectivité instable, avancent à un rythme plus lent. Ce contraste rappelle que l'infrastructure conditionne l'inclusion. Et ce que l'on retient immédiatement, c'est que la vitesse redéfinit le pouvoir de négociation. Ce qui semblait technique commence déjà à produire des effets politiques et économiques tangibles. Tout commence discrètement, bien avant l'annonce officielle de juin 2025. Dans des salles de réunion à Abuja, Accra et Lagos, des responsables des banques centrales africaines identifient un problème persistant. Des paiements intra-africains plus lents et plus chers que les paiements avec le reste du monde. Le diagnostic est partagé, mais la réponse tarde, freinée par l'inertie des infrastructures héritées. La phase d'activation survient lorsque l'idée d'une compensation locale prend forme. Plutôt que de réformer à la marge, les équipes techniques proposent un changement de trajectoire, maintenir les flux financiers sur le continent sans conversion systématique en dollars. Le projet PAPS émerge alors comme une solution pragmatique, testable par étapes, sans rupture brutale avec les systèmes existants. Le basculement s'accélère début 2025. Des tests pilotes sont lancés dans des corridors commerciaux ciblés, notamment entre le Ghana et le Nigeria. Les résultats sont immédiats, des délais réduits de plusieurs jours à quelques secondes et des coûts qui chutent sous les seuils habituels. Cette efficacité opérationnelle transforme une hypothèse technique en preuve fonctionnelle. Le 27 juin 2025 marque le point culminant. 19 pays signent un accord formalisant l'usage du système et actant une nouvelle norme de paiement transfrontaliers africains. L'événement ne s'accompagne pas de grandes déclarations politiques, mais son impact est structurel. Pour la première fois, une infrastructure financière continentale fonctionne sans dépendance directe à des chambres de compensation extérieures. Les répliques ne tardent pas. Les banques centrales renforcent leur rôle de coordination, tandis que les gouvernements commencent à réévaluer leur stratégie de financement et de commerce régional. Des plateformes financières locales rejoignent progressivement le système, élargissant sa portée opérationnelle. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un observateur engagé de cette séquence. Pour lui, la chronologie importe autant que le résultat. Chaque étape franchie sans rupture majeure renforce la crédibilité du modèle africain. Le Burkina Faso, comme d'autres pays, voit dans cette progression graduelle un moyen de réduire la vulnérabilité économique sans provoquer de choc externe. Les premières réactions internationales restent mesurées. Certaines capitales occidentales observent la dynamique avec prudence, conscientes que chaque transaction internalisée réduit leur visibilité sur les flux africains. Mais aucune opposition frontale n'émerge, le projet étant présenté comme une optimisation régionale plutôt qu'un acte de rupture. La ligne des événements révèle ici un schéma clair. Activation technique, validation par l'usage, puis institutionnalisation. Ce n'est pas une révolution soudaine, mais une accumulation de décisions qui, mises bout à bout, déplacent l'équilibre financier du continent. Avant PAPS, un paiement transfrontalier intra-africain coûtait jusqu'à 30% du montant et prenait en moyenne plusieurs jours. Après déploiement, certains corridors observent des frais inférieurs à 3% et des délais ramenés à quelques secondes. Ce passage d'un modèle lent et coûteux à un modèle rapide et local constitue le premier indicateur chiffré du changement en cours. Commençons par ce que les chiffres montrent sur les coûts de transaction. Dans les corridors pilotes, notamment entre le Ghana et le Nigeria, les frais bancaires, auparavant supérieurs à 20%, ont chuté sous le seuil des 3%. Cette baisse n'est pas marginale. Elle transforme la rentabilité des échanges régionaux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises dont les marges étaient absorbées par les intermédiaires financiers. Chaque point de pourcentage économisé se traduit par une capacité accrue à investir, stocker ou élargir un réseau de fournisseurs.
Regardons ensuite ce que l'on observe du côté des délais de règlement. Avant PAPS, un transfert prenait en moyenne 3 jours ouvrés, exposant les entreprises au risque de liquidité et aux fluctuations monétaires. Après intégration au système, ces mêmes transactions sont compensées en quelques secondes. Cette compression du temps réduit l'incertitude opérationnelle et améliore la planification financière quotidienne, un avantage rarement capturé par les statistiques traditionnelles mais décisif sur le terrain. Un autre signal apparaît lorsqu'on examine l'évolution des volumes échangés. Selon les premières évaluations des banques centrales impliquées, le volume des paiements transfrontaliers a progressé d'environ 25% dans les 6 mois suivant l'introduction de PAPS. Cette hausse suggère un effet d'entraînement. Lorsque les coûts et les délais baissent, des échanges jusque-là non viables deviennent possibles, élargissant mécaniquement le marché régional. À une échelle plus large, certains effets macroéconomiques commencent aussi à se dessiner. Les données de la Banque africaine de développement indiquent une augmentation d'environ 15% du commerce intra-africain en 2025, dépassant les projections initiales. Cette croissance ne peut être attribuée à un seul facteur, mais la fluidité accrue des paiements est identifiée comme un catalyseur majeur. Du côté du secteur public, on voit aussi apparaître un bénéfice direct. Les économies sur les frais bancaires étrangers libèrent des ressources budgétaires. Au Kenya, par exemple, la réduction des coûts de transaction a permis de réallouer environ 100 millions de dollars vers des investissements en santé et en éducation. Ce chiffre illustre comment une amélioration technique peut produire des effets sociaux indirects mais mesurables. Enfin, un point reste déterminant pour la confiance, la fiabilité du système. Les tests initiaux montrent un taux de réussite d'environ 98% dans le traitement des paiements, même sous des volumes croissants. Cette robustesse renforce la confiance des utilisateurs et des institutions, condition indispensable à une adoption durable. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ces données offrent un argument tangible. La souveraineté financière ne repose pas sur un discours, mais sur des métriques vérifiables. Cependant, ces chiffres décrivent une phase initiale. La question centrale demeure, ces gains quantitatifs peuvent-ils être maintenus et étendus sans fragiliser l'infrastructure sous-jacente? Pour comprendre le débat, il faut d'abord entendre les arguments de ceux qui défendent PAPS. Premièrement, ils soulignent que la réduction drastique des coûts et des délais corrige une anomalie structurelle. Il était économiquement absurde que commercer avec un pays voisin africain soit plus cher que d'échanger avec un partenaire situé sur un autre continent. En ramenant les paiements à l'intérieur de l'Afrique, le système restaure une logique de proximité et soutient l'intégration régionale. Deuxièmement, les partisans insistent sur l'effet de souveraineté. La capacité des banques centrales africaines à superviser directement les flux financiers renforce la transparence locale et réduit la dépendance à des infrastructures étrangères. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cet argument est central. Contrôler les circuits de paiement revient à reprendre une partie du contrôle politique et économique perdu au fil des décennies. En face, des critiques existent aussi, et elles reposent sur 2 objections jugées crédibles. La première concerne la résilience technique. Dans plusieurs régions, les infrastructures électriques et numériques restent fragiles. Une panne prolongée ou une défaillance de connectivité pourrait interrompre les paiements avec des conséquences immédiates sur les entreprises qui dépendent de la fluidité du système. Selon cette lecture, accélérer l'adoption sans investissement parallèle massif augmenterait le risque systémique. La seconde objection est géopolitique. En réduisant la visibilité des flux financiers pour les acteurs extérieurs, PAPS pourrait accentuer les tensions avec certains partenaires internationaux. Des observateurs craignent une fragmentation financière, où des systèmes régionaux moins interopérables compliqueraient la régulation globale et la coopération monétaire. Pour nuancer ces objections, les promoteurs s'appuient sur les données disponibles. Les tests initiaux montrent un taux de réussite élevé et le déploiement progressif limite les chocs brusques.
Par ailleurs, les promoteurs du système rappellent que PAPS n'exclut pas les échanges internationaux. Il rééquilibre simplement les priorités en faveur du commerce intra-africain. Ainsi, le débat ne porte pas sur l'utilité immédiate du système, largement reconnu, mais sur son rythme d'expansion et sa capacité à durer. La tension entre ambition et prudence devient le véritable point de décision. Jusqu'ici, PAPS pouvait être lu comme une amélioration technique aux effets économiques mesurables. À mi-parcours, une autre lecture s'impose. En supprimant le facteur temps, le système redistribue silencieusement les positions de force entre acteurs publics, banques et entreprises. Celui qui encaisse en secondes n'est plus dépendant de celui qui valide en jours. Ce pivot apparaît lorsque les banques centrales deviennent des opérateurs actifs plutôt que de simples arbitres. Elles ne se contentent plus d'autoriser ou de surveiller les flux, elles les orchestrent. Cette centralité nouvelle modifie l'équilibre entre État, marché et intermédiaires de financiers en renforçant les institutions locales au détriment des corridors extérieurs. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ce déplacement est stratégique. La rapidité des paiements n'est pas seulement un gain d'efficacité, elle réduit la capacité de pression indirecte exercée par des systèmes lents et coûteux. Moins d'attente signifie moins de vulnérabilité, donc plus d'autonomie décisionnelle à court terme. Cependant, ce changement de hiérarchie crée aussi des responsabilités nouvelles. Un système rapide amplifie les erreurs autant que les succès. La gouvernance, la cybersécurité et la coordination régionale deviennent des facteurs critiques, car toute défaillance se propage désormais à la même vitesse que les transactions. En clair, à ce stade, une idée ressort. Le temps était un outil de pouvoir. En le neutralisant, PAPS ne fait pas que faciliter les échanges, il recompose les rapports d'influence à l'échelle du continent. À mi-parcours, une évidence s'impose. PAPS ne transforme pas seulement la manière dont l'argent circule, mais la manière dont le pouvoir financier est distribué. La rapidité et la baisse des coûts ne sont que la surface visible d'un déplacement plus profond où la décision quitte progressivement des centres extérieurs pour revenir vers les institutions africaines. Ce pivot modifie les rapports entre États, banques centrales et acteurs privés. Lorsque les flux restent sur le continent, les autorités monétaires gagnent en visibilité, mais aussi en responsabilité. En ce sentant, elles ne se contentent plus d'exécuter des normes importées, elles deviennent coproductrices des règles opérationnelles, avec tout ce que cela implique en matière de coordination et de discipline collective. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ce moment marque une inflexion stratégique. La souveraineté ne se mesure plus seulement en discours ou en symboles politiques, mais en capacité quotidienne à faire fonctionner une infrastructure critique. Chaque transaction réglée localement renforce cette crédibilité, mais expose aussi les fragilités qui ne pouvaient être externalisées auparavant. Ainsi, on comprend que le changement est aussi un changement de nature. PAPS cesse d'être un projet expérimental ou un simple outil d'efficacité. Il devient un test de maturité institutionnelle pour le continent, où la réussite dépendra moins de la technologie que de la gouvernance, de la confiance mutuelle et de la capacité à gérer les tensions internes. Les effets de PAPS se matérialisent différemment selon les acteurs, mais un point commun apparaît. La réduction des frictions change les décisions quotidiennes. Pour les États, la première conséquence est budgétaire. La diminution des frais liés aux circuits financiers extérieurs libère des marges de manœuvre, permettant de réallouer des ressources vers des priorités nationales. Lorsque des coûts auparavant invisibles disparaissent, la politique économique gagne en lisibilité et en capacité d'arbitrage. Du côté des entreprises, l'impact est immédiat et opérationnel. Les grandes entreprises régionales bénéficient d'une meilleure prévisibilité des flux, réduisant les besoins en financement de court terme. Mais ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui ressentent le changement le plus net. Des échanges auparavant non rentables deviennent viables, ouvrant l'accès à des marchés voisins, jusque-là hors de portée à cause des frais bancaires excessifs. Pour les citoyens, les effets sont plus diffus mais réels. Les transferts transfrontaliers, qu'ils concernent des familles, des commerçants ou des travailleurs mobiles, deviennent plus rapides et moins coûteux. Cette fluidité réduit l'exposition au retard, aux pertes de valeur et à l'incertitude, renforçant progressivement la confiance dans les circuits financiers locaux.
Au niveau du continent, PAPS agit comme un accélérateur d'intégration économique. La hausse des volumes d'échanges régionaux observés dès les premiers mois suggère que la baisse des coûts n'est pas seulement un gain individuel, mais un levier collectif. Lorsque les barrières financières reculent, la spécialisation régionale et la complémentarité des économies deviennent plus faciles à exploiter. Cependant, ces impacts positifs s'accompagnent de nouvelles responsabilités. Les banques centrales doivent assurer la continuité du service, gérer les risques opérationnels et coordonner des cadres réglementaires parfois hétérogènes. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'enjeu est d'éviter que les bénéfices immédiats ne masquent les besoins d'investissement à long terme dans l'infrastructure et la gouvernance. Le véritable payoff apparaît ici. La souveraineté a un coût de gestion. Réduire la dépendance extérieure renforce l'autonomie, mais transfère aussi les risques vers l'intérieur. Ce déplacement oblige les acteurs africains à assumer pleinement les conséquences de leurs choix. La question n'est donc plus de savoir si PAPS fonctionne, mais pour qui, à quel rythme et avec quelle garantie de durabilité. C'est à ce niveau que se jouera l'équilibre entre gains économiques et stabilité systémique. Si l'on se projette sur 6 à 12 mois, il est possible d'imaginer 3 trajectoires, guidées par des choix institutionnels et des contraintes techniques déjà visibles. Aucune n'est prédéterminée, mais chacune éclaire des priorités différentes pour les décideurs. Dans une trajectoire de base, on assisterait plutôt à une consolidation progressive. Dans cette hypothèse, l'adoption continue à un rythme régulier, sans accélération brutale. Les banques centrales harmonisent progressivement leurs protocoles. Les entreprises s'habituent au système et les volumes augmentent de manière stable. Les gains restent principalement concentrés sur la réduction des coûts et l'amélioration de la trésorerie. Ce scénario privilégie la stabilité et limite les risques opérationnels, mais il retarde certains bénéfices d'intégration à grande échelle. Dans une trajectoire plus favorable, l'accélération et l'intégration régionale deviendraient plus probables. Ici, plusieurs nouveaux pays rejoignent rapidement le dispositif et des plateformes financières locales s'y connectent massivement. La baisse des frictions stimule le commerce intra-africain au-delà des corridors pilotes, créant un effet réseau. Les entreprises, en particulier les PME, élargissent leur chaîne d'approvisionnement régionale. Si ce scénario se réalise, PAPS devient un pilier structurant du marché africain, mais il exige des investissements rapides en infrastructure et en cybersécurité pour éviter les goulets d'étranglement. A l'inverse, une trajectoire moins favorable pourrait émerger si des pressions externes et des fragilités internes freinent l'expansion. Dans ce cas, des contraintes techniques, comme des interruptions de connectivité ou des tensions géopolitiques, ralentissent l'expansion. L'adoption devient inégale, et certains acteurs reviennent partiellement vers des circuits traditionnels par prudence. Les bénéfices demeurent, mais ils restent fragmentés et insuffisants pour transformer durablement les échanges régionaux. Et quel que soit le chemin, un point commun ressort. La trajectoire dépend moins de la technologie que de la gouvernance. Si les cadres de coordination, de supervision et de gestion des risques suivent, PAPS peut s'ancrer durablement. Sinon, il restera un avantage ponctuel plutôt qu'un changement structurel. L'enjeu n'est donc pas de deviner un futur unique, mais d'identifier dès maintenant les conditions qui rendent une trajectoire plus probable qu'une autre. Au-delà des États et des institutions, PAPS touche des trajectoires individuelles souvent invisibles dans les débats macroéconomiques. Pour les entrepreneurs locaux, la baisse des coûts et la rapidité des paiements modifient des choix très concrets. Accepter un nouveau fournisseur régional, ajuster les prix ou sécuriser une livraison sans immobiliser de trésorerie pendant plusieurs jours. Ces décisions, prises à petite échelle, s'additionnent et finissent par influer sur la dynamique économique globale. Les travailleurs indépendants et commerçants transfrontaliers ressentent également le changement. Un paiement reçu en quelques secondes réduit l'incertitude et la dépendance à des avances coûteuses. Cette fluidité améliore la planification quotidienne et limite l'exposition au retard qui, auparavant, pouvait déséquilibrer un budget entier. Même sans suivre l'actualité financière, ces acteurs perçoivent une différence tangible dans leur rapport au temps et à l'argent. Pour les citoyens, l'impact est plus progressif, mais tout aussi réel.
les transferts familiaux transfrontaliers deviennent moins chers et plus fiables, renforçant les liens économiques au-delà des frontières nationales. Cette confiance accrue dans les circuits régionaux peut, à terme, réduire l'attrait des solutions informelles, souvent plus risquées. Cependant, cette connexion directe s'accompagne d'une responsabilité collective. Si le système devient central dans la vie économique quotidienne, ces défaillances potentielles auraient des effets immédiats sur des millions de personnes. La qualité du service, la continuité et la transparence ne sont plus des abstractions techniques, mais des conditions de stabilité sociale. Ainsi, PAPS ne concerne pas seulement des chiffres ou des accords interétatiques. Il s'inscrit dans le vécu économique ordinaire, là où la confiance se construit ou se perd. Pour que PAPS passe du succès initial à une transformation durable, plusieurs étapes concrètes s'imposent, chacune impliquant des acteurs distincts et des critères de suivi précis. La première concerne la coordination institutionnelle. Les banques centrales africaines doivent aligner leurs protocoles de règlement, leurs normes de sécurité et leurs mécanismes de supervision. Sans cette harmonisation, la rapidité du système pourrait masquer des fragilités réglementaires et opérationnelles. La deuxième étape porte sur la résilience des infrastructures. PAPS repose sur des réseaux électriques, numériques et bancaires dont la qualité reste inégale selon les pays. Des investissements ciblés sont nécessaires pour sécuriser la continuité du service, notamment dans les zones exposées aux coupures ou à une connectivité instable. La mesure du succès ici n'est pas la vitesse maximale, mais la stabilité dans le temps. La troisième étape concerne l'adoption par les acteurs économiques. Les entreprises, en particulier les PME, doivent être accompagnées par des dispositifs de formation et d'incitation. Simplifier l'intégration technique et clarifier les avantages concrets accélère l'usage réel du système, au-delà des phases pilotes. Une adoption partielle limiterait fortement les gains collectifs. Enfin, la gouvernance politique reste déterminante. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'enjeu est de transformer l'autonomie financière en capacité d'action cohérente, sans surcharger le système d'objectifs contradictoires. La souveraineté se mesure ici à la discipline collective et à la capacité à corriger rapidement les dysfonctionnements. Ces étapes ne promettent pas une trajectoire sans heurts. Elles dessinent plutôt un chemin conditionnel où chaque progrès dépend d'un équilibre entre ambition et rigueur. C'est à ce prix que PAPS peut devenir un pilier durable et non un simple avantage transitoire. Au début, il s'agissait d'un ajustement technique presque invisible. Quelques secondes gagnées, des coûts effacés, des flux qui ne quittent de plus le continent. Mais à mesure que ces détails s'additionnent, ils dessinent une transformation plus profonde, perceptible dans les gestes quotidiens et les choix stratégiques. Dans cette trajectoire, des figures comme Ibrahim Traoré incarnent une lecture particulière du moment. Non pas celle d'une rupture spectaculaire, mais celle d'une reconquête progressive, où chaque décision opérationnelle renforce un peu plus l'autonomie collective. La souveraineté ne surgit pas d'un discours, elle se construit dans la capacité à faire fonctionner ce qui, hier encore, dépendait d'autrui. Le rappel est essentiel. Le succès de PAPS ne tient pas uniquement à sa performance, mais à la confiance qu'il suscite et à la discipline qu'il exige. Une infrastructure financière n'est jamais neutre. Elle reflète les priorités, les compromis et les responsabilités de ceux qui la pilotent. Ce qui se joue ici dépasse la question des paiements. Il s'agit de savoir si l'Afrique peut transformer un avantage technique en maturité institutionnelle durable. La réponse n'est pas écrite, mais le mouvement est engagé. Une phrase s'impose alors. Le pouvoir change rarement de bruit, mais souvent de rythme. À ce stade, PAPS apparaît moins comme une fin que comme un point de départ. Il ouvre un espace où gouvernements, entreprises et citoyens sont placés devant un choix commun. Accompagner activement cette transformation ou la laisser se limiter à un cercle restreint d'initiés. Une infrastructure, aussi performante soit-elle, ne change réellement une économie que si elle est comprise, utilisée et améliorée collectivement. Pour les acteurs économiques, l'enjeu est d'expérimenter sans attendre que le modèle soit parfait. Pour les décideurs publics, il s'agit de maintenir un équilibre délicat entre ouverture régionale, rigueur institutionnelle et coopération internationale.
Et pour les citoyens, la question est plus simple mais tout aussi centrale. Faire confiance à des circuits locaux capables de soutenir le développement à long terme. Des dirigeants comme Ibrahim Traoré se retrouvent ainsi à un carrefour symbolique. Ils ne portent pas seuls cette transformation, mais leur capacité à expliquer, encadrer et ajuster le mouvement pèsera sur sa trajectoire. La souveraineté financière ne se décrète pas, elle se pratique. La réflexion reste ouverte. PAPS deviendra-t-il un standard durable ou une opportunité partiellement saisie? La réponse dépendra moins des intentions affichées que des choix quotidiens, souvent discrets, qui seront faits à partir d'aujourd'hui.